En cette journée internationale des droits des femmes, je vous propose d'entamer une série de 4 épisodes sur la colère. Celle des mères, celle des victimes de violences sexistes et sexuelles, et celle des personnes racisées. Le dernier épisode portera sur la colère des militantes en général, avec un long questionnement sur le recours à la violence. D'ailleurs, je sais pas vous, mais moi, le premier qui me souhaite une bonne fête de la femme ou qui m'offre un bouquet de fleurs, je l'éclate. Je suis désolée, mais je suis obligée, quoi. Hystérique. C'est vous qui êtes folle, là. Non mais faut pas se mettre dans des états comme ça. Non mais calmez-vous madame, ça va bien se passer. C'est une sorte de Greta Thunberg ménopausée. La violence des femmes n'est tellement pas actée comme quelque chose qui existe ou qui pourrait exister, qui serait légitime, que je suis obligée de faire appel à ma petite voix pour l'exprimer et l'assumer. Alors qu'en tant que féministe, on me reproche sans cesse d'être trop agressive, trop violente dans mes propos. Mais je m'égare là. Et Darmanin démission, tant qu'à faire. La colère est une des rares émotions qu'on ne concède pas aux femmes et aux petites filles. Un petit garçon en colère, c'est attendrissant. Ah là là, il sait ce qu'il veut, lui, hein. Il va se faire respecter plus tard. Une petite fille en colère, c'est pas beau. C'est pas doux, pas joli. C'est un caprice. Dès l'enfance, on traite les gens différemment selon leur genre perçu. Ce sont ces constructions sociales qui créent les inégalités chez les adultes. Un homme en colère, c'est la puissance, l'autorité. Une femme, c'est l'hystérie et les hormones. En réfléchissant à la colère pour préparer l'épisode, je vous avoue que j'étais un petit peu perdue. Il y a tellement de raisons qui expliquent la colère des femmes et des minorités de genre. J'enfonce un peu une porte ouverte là, c'est évident qu'on est en colère. Tous nos sujets de combat pourraient nous donner envie de foutre le feu à un truc, et la liste est longue. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Je peux vous poser quelques questions ? Merci à vous. Bonne journée. Bonne manif. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il y a écrit sur votre pancarte ? Alors sur ma pancarte, il y a écrit Rage Against the Machism. Qu'est-ce qui vous met en rage aujourd'hui ? Les inégalités au travail, les agressions sexistes, sexuelles qu'on subit tous les jours. Les petites choses la charge mentale. Est-ce que je peux vous demander ce qui vous a donné envie de venir aujourd'hui manifester ? La peur que j'ai tous les fois que mes amis rentrent à la maison, toutes les nuits, parce que c'est pas juste et je sens que ça va pas. Même si ça me regarde personnellement, parce que oui, je suis un homme et donc je peux balader dans la rue sans problème, c'est pas juste et ça me provoque de la rage. Ça me plaît pas de voir que les ministres ici sont comme les ministres en Italie, que le gouvernement ne fait rien, que les hommes ne croient pas aux femmes, que la police ne fait rien. C'est vraiment la même chose et ça m'empêche. C'est ça. Je vais dire bêtement, c'est un peu la défense des femmes, quoi, on va dire en général, quoi. Contre les violences, contre le harcèlement de rue, sexuel, au travail, etc., les viols, les féminicides, etc., etc. Est-ce que vous êtes en colère ? Oui, je suis en colère, oui. Moi, je suis pas du tout content de ce qui se passe. C'est pas normal qu'il y ait autant de féminicides. C'est pas normal que les femmes se fassent agresser dans la rue parce qu'elles font leur jogging. C'est pas normal que tout ça, c'est inadmissible. Et manifestement, le gouvernement ne veut pas prendre la mesure de la situation. La liste est longue. Trop longue. Dans le monde, c'est les mutilations, les interdictions d'accès aux études ou à certains métiers, le voile obligatoire, les mariages forcés, les viols de guerre. En France, c'est la question des inégalités de salaire, du plafond de verre, la charge mentale, le harcèlement de rue, l'hypersexualisation de nos corps, le racisme, les LGBT+ phobie, le sexisme ordinaire, les féminicides, les violences sexuelles. Et la grosse tête de Darmanin, là. Et en fait, je me suis rendu compte assez bêtement qu'il y a quelque chose qui unit toutes ces colères. Ces sentiments qui bouffent, qui épuisent, qui prennent toute la place jusqu'à nous faire voir rouge, jusqu'à nous donner des pulsions de violence. Toutes ces colères ont quelque chose en commun. Ils ne les écoutent pas.
On n'est pas des violeurs. Ça fait des siècles que quelqu'un devait payer. C'est tombé sur vous, c'est peut-être injuste, mais c'est comme ça. Mais oui, c'est injuste, mais parce qu'on n'est pas méchants. Ah non, vous êtes pas méchants, vous êtes seulement sourds. Ça fait des siècles que vos oreilles, elles écoutent que les basses. Waouh, 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 waouh. Là, vous écoutez, hein. Mais dès qu'on passe aux aigus, oui. Là, vous écoutez plus. Au mieux, vous faites semblant. Et si on pousse un tout petit peu la voix, oui. Bah là, pour vous, c'est de l'hystérie. On veut que vous écoutiez nos mots. Pas nos cordes vocales, nos mots. Voilà. Que vous régliez vos putains de tympans, quoi, enfin. Non mais on vous écoute et on va vous écouter, vous inquiétez pas. C'est bien, non, il y a de l'amélioration. C'était le personnage de India Air dans En même temps, le dernier film de Carverne et de Lépine. Et vous savez quoi ? On va commencer cette série d'épisodes par la colère des toutes premières femmes qu'on n'écoute pas dans nos vies, nos mamans. Coucou ma chérie. Coucou, ça va ? Ça va et toi? Je te dérange pas ? Non. Quand je lui pose la question de la colère, elle me raconte spontanément 2 anecdotes où, en fait, elle se sent surtout coupable et honteuse. Donc, je me les garde au chaud pour un autre épisode consacré à la culpabilité des femmes. J'ai un souvenir qui est revenu, je pense, on était à Marseille, je devais avoir 8 ou 9 ans du coup, et c'était en rentrant de l'école un jour, et t'avais mis toutes mes affaires dans le salon. Il y avait mes jouets, mes vêtements et tout, et t'avais dit je les donne à Emmaüs. Moi, je me rappelle avoir pas compris, en mode ouais, c'est bon, elle a dû me demander une fois de les ranger et tout. J'étais en mode mais elle est folle, elle exagère. Est-ce que tu t'en rappelles de ça ? Non, je me rappelle pas. Par contre, oui, je pense que je devais en avoir marre que ce soit le bazar dans ta chambre et j'ai dû te le dire plusieurs fois sans doute, ouais. Oui, je pense que c'est ça, et je pense que ce qui devait être énervant, c'était que j'écoute pas. J'écoutais tellement pas que j'ai pas compris et que je m'en suis pas rendu compte. Ouais. Ça t'arrivait souvent, cette sensation ? Est-ce que t'as, même au-delà des anecdotes précises, peut-être un sentiment général de ce qui t'est énervé chez tes enfants ? Oui, ça c'est sûr, le fait de pas être considéré, voilà, pas entendu, donc méprisé en fait, pas prise en compte. De toute façon, quoi que je dise, maman elle va ranger ça ou elle va le faire à ma place. Et des fois c'est non, quoi, ras-le-bol. Et je me rappelle d'une fois aussi où j'avais piqué une colère à Dayabé, des frères étaient ados, et du coup ils menaient leur vie, tu vois, ils allaient à l'école, ils rentraient manger, ils repartaient, et j'avais l'impression que je parlais plus avec mes enfants, que j'étais hôtel-restaurant, quoi. Et je leur avais dit, j'avais piqué une colère en disant c'est pas un hôtel-restaurant ici, voilà. J'avais vraiment l'impression d'être transparente et d'être au service des gens, et puis voilà, quoi, qu'on me parle pas, qu'on m'écoute pas, qu'on dise rien. Ils allaient et venaient comme ils voulaient, et puis voilà. Ça, oui, je me rappelle que j'avais pesté. Bah, tu m'étonnes, je comprends, c'est vachement triste. Ça me fait un peu de la peine. Ça te fait rire aussi. Non, j'ai envie de pleurer un peu. Mais ça, je pense que toutes les mères, elles ont ce sentiment-là, à un moment, de pas être... voilà, elles sont tellement dans le décor qu'on ne les voit plus, quoi. On n'est plus visible. Mais je pense aussi que c'est aussi un peu de notre faute en tant que mère, c'est que les choses tournent tellement, la vie pratique, en fait, les choses pratiques sont tellement présentes qu'on s'arrête pas pour parler d'autres choses, quoi, pour faire des choses ensemble et pour parler. En même temps, ils étaient ados, je me disais, c'est leur liberté d'ado aussi, de vivre leur vie, quoi. Enfin, je trouvais ça normal aussi, mais bon, je voulais qu'on prenne un petit peu en considération que j'étais là et pas seulement pour la tendance, quoi. Ton père, il bossait comme un dingue, il rentrait, c'est pareil, il allait au boulot, il rentrait manger, il repartait au boulot, et puis le soir, il n'avait pas forcément envie de voir une mégère énervée, quoi. Donc, mais je pense qu'il leur disait les choses après, quoi, mais pas forcément toujours quand j'aurais eu envie qu'il le fasse. Est-ce que des fois, il y avait des façons dont on te traitait parce que t'étais maman qui te faisaient du mal et qui te mettaient en colère ou qui te frustraient ? Écoute, j'en ai pas souvenir parce que j'ai toujours vécu ma maternité comme quelque chose de... j'étais fière, j'étais heureuse de ça, donc j'ai jamais
Si j'entendais des réflexions du style « ouais, la bonne femme, elle a qu'à s'occuper de ses mioches » et voilà, enfin, tu vois, des choses comme ça ne me concernait pas. Je trouvais que c'était des cons, c'est tout, quoi, mais ça ne me touchait pas plus que ça. Une fois, j'ai un mauvais souvenir, mais c'était pas en fait que j'étais mère ou pas, mais c'était quand on est arrivé à Marseille, t'étais bébé, et les garçons, ils devaient avoir un rappel de vaccin ou une visite, enfin, je sais pas, il fallait les emmener chez le médecin. Donc, on est allé au centre hippique, j'avais pris le rendez-vous qu'il m'avait donné, et c'est vrai que c'était un peu juste au niveau du temps de trajet, mais bon, ça devait le faire. Mais en même temps, il y a eu des embouteillages à Marseille, ce qui fait qu'on est arrivé un peu en retard chez le médecin. Et ton père, il me foutait la pression, il râlait en disant « ouais, t'aurais pas dû prendre ce rendez-vous, on est en retard, tati, tata ». Enfin bref, il m'aidait pas du tout, tu vois, il me soutenait pas du tout. Et on arrive chez le médecin, donc il pestait parce qu'on était en retard. Et donc je m'excuse, machin, et puis je t'avais dans les bras, donc, et t'avais un gros rhume, donc il s'occupe des gamins, et je dis, vous voulez pas regarder Judicaël aussi, parce que je crains qu'elle fasse une otite ou machin. Et là, il m'a presque engueulé en disant, ah bah non, alors vous ne faites plus ça, hein, comme s'il pouvait pas prendre 2 minutes pour t'ausculter. Et là, j'ai fondu en larmes. Ton père était très embarrassé parce que il avait bien vu que d'abord il me soutenait pas et que, tu vois, j'avais eu la charge de m'occuper, de prendre le rendez-vous, d'emmener les enfants à l'équitation. On était avec ton père, mais c'est quand même moi qui avais organisé tout ça. Et au lieu de me dire, bon, ça, c'est pas grave, il en rajoutait. Dans le style, tu t'es mal démerdé, t'aurais pas dû faire ça, tata. Et le médecin qui en remet une couche. Alors là, j'ai pleuré. J'ai pas bougé de mon fauteuil. Le médecin t'a pris, t'a ausculté, et puis il rasait les murs, les deux, après. Là, ils étaient tout gênés. J'avais l'impression d'avoir tout le fardeau, tu vois. J'en avais rien à foutre et que je devais rentrer dans les clous et que je devais faire les choses comme il fallait et qu'il n'y avait pas la place pour des imprévus, de la fatigue, tu vois. Donc là, j'avais dit, merde, je déconne. Et le médecin et Patrice, tu vois, parce que je trouvais que c'était abusé. Mais j'étais fatiguée, tu étais toute petite, donc voilà, il y avait la fatigue de la grossesse, je t'allaitais, puis l'arrivée à Marseille, l'emménagement, enfin tout le bazar, c'était une période où j'étais un peu fatiguée, là, je m'étais dit, flux de... pas beaucoup d'aide, là. Après, il n'y a pas besoin de se justifier de fatigue ou quoi, genre, c'était légitime de craquer... Non, mais... En général, quand je craque, c'est que voilà, je suis un peu fatiguée, que... C'est que t'as encaissé un peu avant aussi et que... Voilà, le vase est déjà bien plein et il suffit d'une goutte pour que ça déborde. Merci beaucoup, maman, de partager ça avec moi. Je t'en prie. Et désolée. Non, t'as pas été désolée. C'est quelques souvenirs comme ça. La charge mentale, c'est un concept qui a été popularisé ces dernières années grâce à la dessinatrice Emma, qui a fait le buzz avec sa BD consacrée au sujet. Elle a d'ailleurs été victime de harcèlement à la suite de ça. Voilà comment la sociologue Monique Eco définit en 1984 la charge mentale. C'est le fait de devoir penser simultanément à des choses appartenant à 2 mondes séparés physiquement. Le linge, les vacances, les cadeaux, les cours de sport de la grande, les allergies, le pédiatre, appeler la belle-mère parce qu'il va oublier, c'est sûr, racheter des chaussures au petit, lui rappeler de regarder si le grille-pain est réparable parce que ça fait 2 semaines qu'il marche plus et il s'en est pas rendu compte, c'est sûr. Ah, puis il y a la visio à 14h. Bon, en fait, faut que j'achète un nouveau grille-pain. Le travail domestique, c'est un travail invisible et non rémunéré qui se reproduit à l'infini, comme l'a démontré notamment Simone de Beauvoir dans Le 2e sexe. La poussière revient jour après jour, inlassable. Et puis, il faudra toujours faire à manger. Écoutez claquer leurs sabots, écoutez gronder leur colère, écoutez claquer leurs sabots, c'est la victoire des Sardiniens. Travail logistique, travail domestique, toutes ces heures gratuites à qui ça profite. Quand les femmes accèdent au droit de travailler, elles n'en font pas moins à la maison. C'est la double journée. Alors, évidemment que ma mère s'énerve quand je range pas mes affaires au bout de la 7e fois qu'elle me demande. Normal. Elle commence à bouillir. Elle sent la colère monter. C'est comme les larmes aux yeux. C'est incontrôlable et ça jaillit parfois sans raison. Ou alors, cette colère a toutes les raisons de jaillir et elle l'écrase. Elle lui coupe le souffle. Elle a envie de se lever, de jeter des choses, de crier « merde » très fort.
Elle a envie de faire une valise et de partir en vacances, seule, sans se retourner. Je vais partir toute seule. Elle a l'impression de l'avoir déjà entendu. Sa mère. C'est ce que criait souvent sa mère, comme une menace quand ses enfants l'épuisaient. Alors, le sentiment d'abattement remplace celui de la colère. N'aurait-elle rien fait d'autre que de reproduire le schéma maternel ? Elle avait tellement de mépris pourtant pour cette femme, qui ne s'était mise à travailler que sur le tard, qui avait préféré, avant de trouver un emploi sous-payé où on l'exploitait, être exploitée par les membres de sa propre famille. Ses enfants la regardaient sans respect, pensant que c'était bien facile, qu'il fallait juste être là. Maintenant, elle enrage dans son lit. Son père était bien un connard de l'avoir laissé se faire bouffer par ses gosses, que ça l'arrangeait bien, lui, d'avoir toujours le dîner prêt et une maison rangée, le linge lavé et plié, comme si elle était boniche à plein temps, mais sans jamais coûter 1 centime. La première fois que j'ai lu la nouvelle de Lucille Bélan intitulée L'heure de la colère, très dure, j'ai ressenti beaucoup de culpabilité. J'ai pensé à ma daronne et aux daronnes du monde entier. J'ai eu envie de lui dire que je l'aimais, pas pour dire merci, mais pour dire pardon. Et coucou. Alors, du coup, j'avais pensé à plusieurs choses. La colère des mères, elle est immense. Je ne la connais pas personnellement, j'ai pas d'enfant. Par contre, comme beaucoup de femmes, je connais bien la charge contraceptive. Après Aloïs, je voulais plus de la pilule. Donc du coup, j'ai opté pour le stérilet au cuivre, qui me semblait être le plus proche de mes convictions, on va dire, sachant que c'est bien connu, la contraception, ça ne regarde que les femmes, n'est-ce pas ? C'est démerde-toi, mais en tout cas, il faut que tu trouves une solution pour pas tomber enceinte tous les 4 matins. Jusqu'au jour où je devais avoir mes règles, et puis pas de règles. Donc je me dis, bon, quand même, c'est pas possible, j'ai un stérilet, c'est pas possible. Et quelques semaines après, bon, t'attends 1 semaine, 2 semaines, tu te dis, bon là, quand même, il y a les arts, quoi. Donc, petit test de grossesse comme ça, juste pour arrêter de se faire peur. Et puis là, bim, enceinte, quoi, positif. Je dis, bah non, c'est pas possible. Prise de sang, etc. Bah si, enceinte. Elle va voir la sage-femme qui vérifie ton stérilet, quoi. Elle dit, ah bah, attendez, je sens plus le fil. Je crois qu'il est plus là. Mais comment ça, il est plus là ? Alors, on va faire une échographie. Ça se trouve, il est juste un peu remonté et c'est possible de tomber enceinte avec un stérilet. Ah bon ? D'accord. Donc on fait une écho. Et là, bah non, il est où ? Bah il est plus là, votre stérilet. Comment ça, il est plus là ? Oh bah oui, ça peut arriver, hein, c'est rare, mais ça arrive. Ah ok, bah c'est cool. Mais du coup, il est où, quoi ? Bah soit vous l'avez perdu pendant vos règles, soit il a traversé la paroi de votre utérus et puis il se balade quelque part dans votre bidou, quoi. Ah bon, c'est possible ? Oui, c'est rare, mais ça peut arriver. Ah bon, d'accord. Bref, en tout cas, il n'était pas en train de se balader dans mon ventre, donc là, j'étais rassurée. En tout cas, je l'avais perdu. Et du coup, bah, ça, c'était après Faustine. Donc, c'est déjà un peu tendu entre Benjamin et moi. Donc là, 3e bébé, qu'est-ce qu'on fait ? Donc moi, dans mes pensées, à moi toute seule, je le garde. Si c'est arrivé, c'est que ça devait arriver. Et du coup, je le garde, trop cool, quoi. Mais sauf que là, monsieur, non, c'est pas vraiment le bon moment. Franchement, un 3e enfant, c'est super chaud. Ouais, c'est vrai, t'as peut-être pas tort quand même. Donc bon, moult discussions, etc. Toujours est-il qu'on prend la décision de pas le garder. Tiffaine, c'est la compagne de mon grand frère. Quand ils sont tombés amoureux, elle avait déjà 2 enfants de son côté, et lui aussi. C'est marrant, et c'est sans doute parce que c'est mon grand frère, mais je la vois un peu comme si j'étais encore au collège et qu'elle était la meuf stylée du lycée. Elle a les cheveux longs et une partie du crâne rasé, plein de beaux bijoux aux oreilles et les mains tout le temps dans la terre. Elle a longtemps été en région parisienne avant de partir à la campagne proche de Saumur pour travailler dans le maraîchage bio. Et avant ce podcast, on n'avait jamais parlé de tout ça. J'ai écouté son vocal à 2h du matin et je me suis sentie très proche d'elle. Donc ça, c'était mi-novembre, et puis en fait, j'ai eu des saignements, mais jusqu'à janvier, quoi. Et c'était pas des fins de règles, hein. C'était des saignements à balles, quoi. Je me rappelle même une fois, j'étais en distribution de paniers dans une asso, et là, j'avais l'impression, je me dis, putain merde, je suis en train de me pisser dessus ou quoi ? Et ben non, en fait, je regarde mon jean, et là, j'étais comme si je faisais une hémorragie, quoi. Ça coulait, ça arrêtait pas. C'est toujours après, tu sais, qu'on te dit, oh bon, ça arrive des fois, mais bon.
Ça sert à rien de prévenir les gens, hein, c'est pas grave, hein. Et donc ça a été j'étais psychologiquement et physiquement épuisée par tout ça et surtout, aucun soutien, quoi. Aucun soutien de la part de Benjamin, quoi, qui, lui, la décision a été prise, d'un commun accord, en fait, donc ça y est, c'est fait, c'est ce qu'il fallait faire. Tu vois, déjà, ça allait pas entre nous, c'était déjà super chaud à ce moment-là et en fait, ce coup-là, là, mais je crois que ça a été le coup de bambou, quoi. Je me suis dit: «Putain, mec, mais sérieusement, quoi, tu où, en fait?» Je sais même pas comment expliquer la chose, mais et c'était hyper violent, quoi. Je me suis sentie tellement seule, tu vois, à devoir gérer ça. En fait, voilà, encore une fois, c'est ton corps, donc c'est à toi de gérer ça toute seule, quoi. Mais tout ce qu'il y a dans ta tête, rien à carrer, quoi. Et donc du coup, 1 an après, je suis allée faire un soin, chez une nana, qui est magnétiseuse aussi un petit peu. Elle me scanne, tu sais. Elle passe enfin voilà, elle me massait, elle me passait ses mains autour de moi, sur mes différents organes. Elle dit: «Oh putain», elle dit: «Là, je sens de la colère, je sens de la tristesse, il y a des trucs qui sortent pas, il faut que tu arrives à les sortir». Et j'ai toujours la même chose qui revient. Elle me dit: «Je sens le mot, IVG, quoi». Elle dit: «Tu as eu une grossesse, il s'est passé quelque chose, en fait». Et là, bim, à partir du moment où elle m'a sorti ça, mais je me suis effondrée. Je me suis dit: «Mais en fait, tu as raison, quoi». J'ai jamais accepté la chose. Je sors de la séance avec elle, c'était, incroyable, quoi. Je me sentais libérée d'un poids. J'arrive à la maison et là, qu'est-ce que je fais? Je vais en parler à mon chéri, tu vois? Je dis: voilà ce qui s'est passé et tout». Je lui raconte ma séance. Je sais pas, prends-moi dans tes bras, fais quelque chose, tu vois? Parce que du coup, j'étais encore à fond dans ces émotions, donc je pleurais, et j'étais contente et il y avait encore de la tristesse en même temps. Enfin, tu vois, tout était mêlé, quoi. Il me prend dans ses bras, parce que je le demandais et aucun mot, quoi, rien du tout. Et il m'en a jamais reparlé, quoi. Il m'en a jamais reparlé. C'est quelque chose d'incroyable, quoi. Et je me dis: «Bon, tu vois, mon histoire n'a rien de rarissime, quoi, ça arrive à toutes les nanas, tous les jours». Et je me dis: «Bordel, mais en fait, on est toutes seules, quoi, en tant que femme, tu dois gérer tellement de choses». Et du coup, après ça, je me suis dit: «Mais en fait, moi, j'ai pas envie de remettre un stérilet, tu vois, pour que ça arrive encore. Donc qu'est-ce qu'on fait? Je veux pas reprendre la pilule, il y a aucun moyen de contraception qui me convient. Donc qu'est-ce qu'on fait?» Bon, du coup, on discute, des méthodes, pour les mecs, tu vois? Bon, est-ce que tu es prêt à, je sais pas, à accepter une petite opération de ta part? De toute façon, on veut plus d'enfants, donc «Oh oui, pourquoi pas». Et puis, OK, tu sais, il faut prendre rendez-vous. Et puis, en fait, ça n'a jamais été fait. Et en fait, il a jamais eu l'honnêteté de me dire: «Mais j'ai pas envie de le faire et je le ferai pas». Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? Non, encore une fois, tu es comme une conne à te dire: «En fait, j'ai pas envie de ces moyens de contraception, mais j'ai pas envie de retomber enceinte parce que j'ai pas envie de devoir recommencer toute cette merde. Donc qu'est-ce que je fais?» Et en fait, ça, c'est des trucs qui me mettent tellement en colère, quoi. Tellement en colère parce que, voilà, les mecs, ils sont bien contents de te culbuter, mais par contre, après, pour assumer les conséquences, là, il y a plus personne, quoi. Pour Tiphaine, sa colère de mère commence quelques heures avant qu'elle en devienne officiellement une. C'est quand même quelque chose qui est assez dingue, je trouve, dans notre société. Tant que t'es enceinte, en fait, t'as l'impression d'être une reine, tout tourne autour de toi, tout le monde pense à ton bien-être. À chaque fois que quelqu'un te voit, on te dit porte-toi bien, etc. Chose qui disparaît complètement une fois que tu as expulsé ce petit être de ton corps, car là, tu deviens complètement transparente et tout le monde n'a Dieu que pour ton bébé. Ce qui est très bien, mais bon, du coup, ils sortent quand même de quelqu'un, quoi. Ça m'a toujours un peu perturbée. Tu vois, moi, pour Aloïs, en fait, j'avais vachement travaillé la préparation à l'accouchement, donc j'étais très sereine. Arrivée à l'hôpital, proposition de piscine, etc. pour se relaxer. Est-ce que vous voulez la péridurale? Non, je veux pas la péridurale, je vais y arriver comme ça. Vous êtes sûre? Ouais, je suis sûre. Ok, c'est parti. Et du coup, très très long, quoi. L'accouchement a duré 18 heures, donc c'était long et tellement douloureux parce que comme il voulait pas sortir, vu que c'était pas son heure,
En fait, ils m'ont fait une petite piqûre, tu sais, pour déclencher, là. Donc là, c'était quand même assez violent, quoi. Au bout d'un moment, j'en pouvais plus, donc j'ai dit en fait, j'ai changé d'avis, je voudrais une péridurale. Donc là, déjà, je me suis fait engueuler, quoi, par la médecin anesthésiste qui m'a fait une péridurale qui n'a absolument pas fonctionné. Du coup, je me suis fait engueuler une seconde fois parce que c'était de ma faute, parce que soi-disant, ça n'arrivait jamais. Du coup, elle m'a repiqué, ça n'a toujours pas fonctionné. Et ensuite, il y a eu un changement de service, donc nouveau médecin anesthésiste qui arrive. « Attendez ma petite dame, vous inquiétez pas, je vais vous faire un petit cocktail, vous allez m'en donner des nouvelles. » Et puis, ça servait plus à rien parce qu'en fait, il arrivait. Donc au final, j'ai tout senti et c'était pas plus mal. Mais voilà, déjà, en fait, cet accouchement était hyper violent parce que pas le choix, tu te mets sur le dos, ils étaient 10 autour de moi, je comprenais absolument rien à ce qui se passait. J'avais un médecin qui m'appuyait de toutes ses forces sur le ventre pour le pousser en fait vers la sortie. On m'a fait une épisio sans me le dire, on t'enlève tout en fait, on t'enlève tout de ce qui est en train de se passer alors que moi j'avais vachement idéalisé la chose et vachement fantasmé le truc. C'est quand même énorme quoi, la venue au monde d'un petit être comme ça, surtout quand toi tu te le prépares. Tu t'attends à quelque chose et en fait, c'était complètement déshumanisé. Et heureusement, en fait, les sages-femmes étaient vraiment, vraiment chouettes et heureusement qu'elles sont là. Mais les médecins, c'est une catastrophe, quoi. Et donc, du coup, suite à cet accouchement, pour Faustine, j'ai dit non, c'est mort, je recommence pas ça, je veux pas aller à l'hôpital, donc je veux accoucher à domicile, quoi. Donc là, il faut trouver une sage-femme qui fait l'accouchement à domicile dans le Maine-et-Loire. Alors, en tout cas, pour Faustine, à l'époque, il n'y en avait que 2. Donc, du coup, on a fait toute la préparation d'accouchement avec elle, dans le but d'accoucher à la maison. Sauf que, bien sûr, une semaine après le terme défini, ce qui est encore une date bien aléatoire, n'est-ce pas, t'as plus le droit d'accoucher chez toi. Donc, du coup, j'ai été obligée d'aller à l'hôpital. Elle n'était pas prête non plus à sortir, quoi. Une semaine après, j'aurais pu attendre encore un peu. Mais t'es obligé d'y aller tous les jours, etc. Donc du coup, là pareil, les sages-femmes ont été géniales. Donc j'ai fait de l'acupuncture, etc. J'ai eu une salle, tu sais, d'accouchement naturel. J'étais avec donc Benjamin et la sage-femme. C'était vraiment cool. Et là j'ai dit déjà je veux pas de péridurale, c'est mort. Et je veux accoucher dans la position que je veux, quoi. Donc c'est-à-dire à 4 pattes. Et là, pareil, elle venait pas. Donc, du coup, ils m'ont refait une picouse pour déclencher. Donc, j'ai bien morflé. Mais en tout cas, cet accouchement, même s'il n'était pas à la maison, était vraiment super. Et par contre, ensuite, je me suis fait engueuler parce que je gardais Faustine avec moi dans le lit au lieu de la mettre dans son petit lit à elle. Et là, à chaque fois qu'il y a une nana qui arrivait dans la chambre, elle me disait « Mais il faut pas la garder avec vous, c'est dangereux, vous n'avez pas le droit de faire ça. » J'ai dit « Mais en fait, je fais ce que je veux, quoi. » Mais voilà, je trouve que l'accouchement, déjà, si toi, tu tiens pas bon dans ce que tu veux, au final, t'as l'impression que c'est un moment qui t'appartient plus du tout, quoi. On te fait croire que tout est incroyable, que tu peux vraiment t'approprier la chose, tu peux écrire un projet d'accouchement. Mais en fait, arrivé au moment même, il n'y a plus rien, on t'explique rien, on t'enlève tout, quoi. Donc ça, je trouve ça vraiment dur et vraiment triste, en fait. Le corps médical est beaucoup ressorti dans les témoignages que j'ai reçus. C'est la vieille autorité scientifique à dominance masculine qui considère les corps des femmes comme des machines qui doivent tourner vite et bien. Donc, le respect de la physiologie et des émotions, c'est ciao. Et les mères ne savent pas ce qui est bon pour elles ou pour leur enfant parce qu'elles sont pas médecins. Donc encore une fois, on ne les écoute pas. C'est moi le professionnel ici. Hello, je partage comme convenu mon témoignage vis-à-vis de la colère que j'ai pu ressentir vis-à-vis du personnel médical qui a encadré mon fils durant ses premiers mois de vie. Colère que je ressens toujours d'ailleurs aujourd'hui assez vivement. Très vite, je me suis rendu compte en fait que c'était impossible pour lui de manger, impossible pour lui même de boire. Il était en allaitement exclusif et du coup j'essayais petit à petit de passer au biberon et boire le biberon était pour lui impossible. Donc on a mis ça sur le dos du sevrage difficile, du fait que moi je ne voulais pas lâcher l'affaire, du fait que mon fils avait un caractère bien trempé et qu'il voulait lui décider de ce qu'il mangeait, qu'il refusait les légumes et qu'il me manipulait.
Sauf que mon fils perdait du poids de jour en jour. Donc, il avait au départ une croissance, il était plutôt dans la courbe haute et finalement, il s'est retrouvé en dessous de la dernière courbe, donc en situation de maigreur extrême et inquiétante, donc au bord de l'hospitalisation. Et il y a eu 2 rendez-vous vraiment traumatisants avec 2 pédiatres différents. Le premier où le pédiatre était très agressif parce que je pense qu'il ne savait pas en fait quel diagnostic poser. C'était une des premières fois qu'il voyait un trouble de l'oralité. Et donc, il ne voulait pas vraiment en entendre parler. J'étais venue avec mon mari parce que justement, je savais qu'avec juste ma position de mère, j'allais pas être forcément prise au sérieux, mais prise plutôt comme la mère un petit peu hystérique et inquiète pour rien. Donc là, le pédiatre s'est comporté de façon très froide, mais entre guillemets respectueuse. Et il m'a fait revenir l'après-midi avec mon fils et un biberon pour essayer de lui donner parce qu'il ne voyait que ce qu'il croyait. Donc sans mon mari cette fois-ci. Et là, ça a été une situation très humiliante. Donc, il m'a vraiment infantilisée. En fait, il m'a arraché mon bébé des bras en me disant que je ne savais pas faire. Donc, pour essayer, lui, de lui donner le biberon. Quand il a vu que ça ne fonctionnait pas, en fait, il était encore plus désarmé pour finalement conclure sur le fait qu'il ne pouvait pas m'aider, qu'il n'avait pas de solution, mais qu'il ne l'hospitaliserait pas et que j'étais une mère, en gros, une mère indigne de vouloir l'hospitaliser alors qu'il y avait des gastros à l'hôpital et qu'il pouvait ne pas s'en remettre vu sa situation de maigreur et que c'était vraiment, en gros, c'était pas l'hôpital. Donc, on est d'accord que moi, c'était absolument pas ce que je voulais, d'avoir mon bébé qui était hospitalisé. Ce que je voulais juste, c'était qu'il soit en sécurité, qu'on trouve une solution pour qu'il puisse juste prendre du poids et survivre en fait à cette situation. Sachant que moi, j'avais plus assez de lait pour le nourrir parce que il n'arrivait pas bien à manger, à téter, donc forcément ma lactation ne suivait pas derrière et j'étais épuisée par la situation. Et donc, ça rendait tout ça très compliqué. Donc, j'étais en pleurs devant lui, je lui ai demandé de l'aide et il m'a regardé, il m'a dit « Désolée, je peux rien faire pour vous » et il s'est levé, il est parti sans me dire au revoir de la pièce. Donc, j'étais seule avec mon bébé dans la pièce en pleurs et personne n'est venu me voir ni n'a essayé de m'aider. Donc ça, c'était le premier rendez-vous. Il y a eu un deuxième rendez-vous avec le pédiatre qui nous suivait habituellement, qui lui avait plutôt le discours de votre fils vous manipule. Et finalement, il nous a vus en vitesse. Il a compris que la situation était assez urgente vis-à-vis de la santé de mon fils. Et il nous a dit, en fait, je vais vous envoyer à tel endroit. C'est un endroit où vous allez pouvoir être suivi par des puéricultrices qui vont peser votre enfant pour avoir un suivi régulier. Et quand je suis allée au rendez-vous, en fait, j'étais dans un hôpital psychiatrique, dans la cellule mère-enfant, parce qu'il sous-entendait que le problème venait de moi et que je ne voulais pas lâcher ou qu'on avait un trouble de la relation, en fait. La psychiatre était traumatisante, froide au possible. Elle parlait très mal à mon fils, qui avait du coup 7 mois et qui était très impressionné par cette dame qui lui parlait assez sèchement. Et à un moment donné, il a eu faim pendant la séance parce qu'il avait tout le temps faim, il était affamé. Donc, j'ai voulu lui donner le sein. Et elle a regardé mon fils dans les yeux. Elle lui a dit « Maintenant, il va falloir que tu laisses tranquille ta maman ». Et je me rappelle du regard de mon fils qui ne savait pas ce qui se passait. Et moi, je me suis encore une fois mise à pleurer en me disant « Mais en fait, je suis en train de tomber dans un traquenard. Personne ne me comprend. » Et en fait, on va juste m'interner alors que je veux juste prendre soin de la santé de mon fils. J'ai réussi à assumer et dire que je ne voulais plus aller là-bas. Et finalement, j'ai rencontré une orthophoniste qui a posé le diagnostic du trouble de l'oralité et qui m'a permis de faire un suivi adapté dans la bienveillance. Et aujourd'hui, on s'en est sorti. Mais il y a encore beaucoup de séquelles vis-à-vis de tout ça. Et je ressens encore beaucoup de colère de la façon dont on m'a traitée. Et encore une fois, je suis à peu près persuadée que si ça avait été un père avec son enfant, on ne l'aurait pas traité de la sorte. La société ne prend pas en compte l'existence des enfants et fait peser sur les mères la charge de s'en occuper. C'est des problèmes de trottoirs pas faits pour les poussettes, de lieux publics sans table à langer, de métro sans ascenseur, d'absence de système de garde collectif. Le message est clair, soit tu restes chez toi, soit t'assumes et tu te débrouilles. Tu te débrouilles, ma grande.
Je trouve injuste aussi que les mères, que les femmes aient à choisir très régulièrement, très souvent, entre leur travail et leur enfant. Je pense au fait qu'elles puissent pas amener leurs enfants au boulot quand il y a besoin, quand il y a des problèmes de mode de garde, parce que ça arrive régulièrement. On est quand même une génération, on est assez éloigné des familles, et quand on a des problèmes de garde, eh bien on se retrouve à ne pas aller au travail au final, perdre une journée par exemple, enfin perdre une journée que ce soit financière ou de productivité, ou même de plaisir, parce que heureusement on aime aussi aller au travail. Voilà, mais on pourrait tout à fait, enfin ce serait envisageable d'emmener pour la plupart des métiers, je pense, son enfant au travail, mais c'est pas possible. Et ça, je trouve ça injuste. Je trouve que la société devrait aussi s'adapter à ça. La colère des mères, c'est aussi celle déclenchée par la violence administrative. Ici, c'est suite à une plainte contre le père pour violence psychologique. Ma dernière colère de mère, c'est que le père de mon fils l'a reconnu, mais il s'en est quasiment jamais occupé. Et après un passage devant le JAF, j'ai obtenu la garde exclusive et l'autorité parentale exclusive aussi. Et j'ai récupéré le livret de famille 2 mois après ça. Et malgré tout ça, en fait, je suis marquée en parent d'eux. Voilà, parce que c'est la logique des choses, c'est toujours le père en premier et la mère, enfin la logique administrative en tout cas, le père sur la première page et la mère sur la deuxième page. Donc bien qu'aujourd'hui il n'ait plus aucun droit sur la vie de mon fils, en fait moi je passe quand même en deuxième. Et ça m'a mis quand même fort en colère. C'est la frustration face au jugement moral. Par exemple, un regard dégueulasse porté sur une femme qui allaite, qui n'allaite pas, qui allaite en public ou qui allaite trop longtemps. Moi, c'est Hello. Je suis la maman d'une petite, ou pour certains, d'une grande Anaï qui a bientôt 3 ans dans quelques semaines. Et en fait, Anaï, elle est toujours allaitée. Évidemment, c'est un grand sujet assez sensible de la société de montrer des enfants en allaitement long. Et évidemment, ça m'a valu, notamment sur les réseaux sociaux ou dans ma famille, auprès de mes proches, de certains proches, évidemment, un bon nombre d'incompréhensions. Et effectivement, sur les réseaux sociaux, les gens se lâchent beaucoup, à coups de jugements incestueux, de gens qui te vomissent dessus avec des émoticônes qui vont bien ou qui te défèquent dessus pour parler poliment. Voilà, du coup, effectivement, il faut apprendre à gérer et à répondre à tout ça, mais ça provoque beaucoup de frustration, un certain sentiment d'injustice, parce que je pense que quand on devient parent ou quand on devient maman, de manière générale, on fait vraiment tout ce qu'on peut, plutôt que ce qu'on veut, d'ailleurs, généralement dans la majorité des cas. Donc ça génère plutôt un sentiment de colère profonde et d'injustice, de se dire que les gens se permettent sur les réseaux sociaux de se lâcher alors qu'ils ne connaissent rien de votre histoire à vous. C'est quand même rageant et plutôt de la déception de se dire que les gens sont si peu civilisés et malheureusement si peu informés. La colère des mères nous protège des individus violents, des dangers immédiats, des aléas de la vie. Et en retour, elles n'ont droit qu'à l'indifférence et au mépris. Et si on les écoutait ? D'autant plus que leur colère nous maintient en sécurité toute notre vie. Ce que vous allez entendre après, c'est la première réponse que ma maman m'a faite quand je lui ai demandé ce qui la mettait en colère en tant que mère. Quand on embêtait mes enfants, et je sentais que j'avais du mal à gérer ça. Je sentais que les émotions pouvaient me déborder. Tu te rappelles, quand Henri Soleil t'embêtait à Pékin, là, c'est pareil, ça m'avait foutu en rogne. Et je me disais, je vais le choper à la sortie et puis lui dire que ça cesse, quoi. Tu voulais l'éclater ? Je voulais vraiment, oui, lui dire, gueuler, quoi. Ça, c'était pas des choses à faire et qu'il n'avait pas intérêt à continuer comme ça. Et puis j'en avais parlé à ton prof principal, je crois, ou à la CPE. Enfin, j'étais allée voir le personnel de l'école et ils avaient dit non, on va régler ça nous. On va régler ça nous avec les parents et Henri Soleil. Donc j'avais laissé les choses, mais je le regardais et ils comprenaient bien que je ne le portais pas dans mon cœur. Ça avait marché en tout cas, il avait arrêté de me mettre des mains au cul. Là, les profs l'avaient écouté et mon enseignante était venue me voir pour me faire parler. J'avais 10 ans et j'avais honte. C'est en devenant féministe que j'ai capté que c'était une agression sexuelle et que j'ai transformé la honte en colère. Mais ça, c'est le sujet du prochain épisode.
Merci à ma mère, à Tiffaine et à toutes les mamans qui ont accepté de partager un petit bout de leur colère bien légitime. On se retrouve dans 2 semaines pour parler avec Louisa Donna de la colère des victimes de violences sexistes et sexuelles, ainsi que des failles de la justice. #prenez nos plaintes. Je vous souhaite une bonne grève féministe à tous et je vous fais des bisous. Je suis Judy Calpero et je vous remercie d'avoir écouté Allumettes et Tasses de thé. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à partager à vos potes, à vos proches et collègues, commentez, likez, abonnez-vous à la newsletter et suivez-nous sur Instagram. Ce podcast est un espace ouvert à tous, même aux hommes cisgenres hétéros. Prenons la parole et faisons la révolution par les émotions, tous ensemble. Dites-nous quelles émotions la discussion vous a procurées. Partagez-nous vos tips pour gérer vos craintes et angoisses. Racontez-nous vos souvenirs d'émotions fortes liées à la lutte contre le patriarcat. Pour cela, vous pouvez nous envoyer des vocaux sur Instagram ou nous laisser un message en appelant le 01 83 64 15 17. Cette série est produite par Mia Productions, enregistrée par William Agasvari. Le sound design, montage et mixage sont réalisés par Antoine Ollier. Les textes sont interprétés par Aurélie Toucas et l'illustration est de Marie Leménès. Merci à la radio Cause Commune pour leur accueil.